Étudie. 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 Pause. Ici, on te demande pas de réviser. On prend le temps de dire. On pose des mots sur ce que les étudiants vivent vraiment, sans jugement et avec bienveillance. Je suis Virginie Avlange, du service de communication de l'Université de Liège, et je te souhaite la bienvenue dans Étudie. Épisode 3. J'ai bugué à mon oral. Lors d'un examen oral, la première question consistait à lire une phrase et à la commenter. Je savais pas si je devais la lire dans ma tête ou à voix haute, il n'y avait pas de consigne du prof. J'ai commencé à la lire pour moi, mais mon cerveau n'y arrivait pas. Je l'ai lu à voix haute, les mots se suivaient mais n'avaient aucun sens pour moi. C'est comme si il n'y avait plus de connexion des neurones entre un mot et son sens. J'imagine que le stress était tellement fort qu'il a mis mon cerveau à l'arrêt. Je pense que c'est le plus gros bug que j'ai eu pour un examen. Heureusement, le prof a dû remarquer mon état de choc et m'a posé des questions qui m'ont permis de limiter les dégâts. En sortant de l'examen, je n'avais toujours aucune idée de ce que j'avais lu. Sandrine, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, vous travaillez avec des étudiants et vous êtes spécialisée depuis de nombreuses années dans l'accompagnement de ceux-ci face à leurs difficultés à gérer le stress, aussi bien en consultation individuelle qu'en atelier de groupe. Alors qu'est-ce qui lui arrive là à notre étudiant ? Je crois que là, c'est évident que le stress lui a fait perdre ses moyens. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le stress est une réaction adaptative de l'organisme. C'est un réflexe naturel face à une situation perçue comme un danger. Ici, c'est l'évaluation à l'examen oral. Toutefois, si les réactions physiologiques ainsi déclenchées doivent pouvoir aider à se défendre, à affronter la situation, ou bien même à la fuir, eh bien il arrive qu'elle paralyse la personne qui n'arrive alors plus à réagir ou plus à parler, voire qui se sent un peu comme déconnectée. En anglais, on parlera des 3 F, fight, flight, freeze. Et freeze, c'est ce qui s'est passé ici. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de cas ? Qu'est-ce que l'étudiant doit faire ? Il faut qu'il reprenne le contrôle. Alors vous me direz, c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Bien, je crois que pour atteindre cet objectif, le moyen sans doute le plus rapide, le plus efficace, le plus facile aussi, est de se concentrer sur sa respiration. Ça va permettre à la fois de se recentrer, de s'ancrer véritablement, et de focaliser son esprit sur quelque chose. Et le fait de focaliser son esprit fait qu'on empêche finalement de se laisser aller aux anticipations négatives du style « je vais encore rater » ou « ça va pas aller », etc. Et en plus, d'éviter tout cet affolement mental avec toutes ces pensées qui s'enchaînent à vive allure, je dirais de manière générale. Ensuite, ça permet aussi d'apaiser l'organisme en entier. La respiration est un peu le chef d'orchestre des manifestations physiologiques, donc la ralentir ralentit tout le reste et finalement, elle aide à retrouver ses esprits. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut se recentrer sur sa respiration ? Travailler sur sa respiration, c'est prendre conscience de l'air qui va traverser notre corps et revenir à une respiration abdominale, lente, profonde. On va inspirer par le nez pendant 4 secondes en gonflant son ventre, puis on va vider son ventre en expirant par la bouche pendant environ 6 secondes. On peut aussi équilibrer 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, donc à chacun de voir avec quoi il se sent le plus à l'aise. Et bref, on va quand même toujours essayer de tourner autour d'un rythme de 10 secondes environ pour un cycle complet de respiration. Une fois qu'on est apaisé, alors on se reconcentre sur sa tâche et on relit par exemple sa question dans ce cas-ci. Merci beaucoup pour cet exercice très concret, on en prend note en tout cas. Est-ce que quand on est sujet à un stress aigu comme celui-là, on sait à long terme travailler sur notre façon d'appréhender ce genre d'épreuve en tant qu'étudiant ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, bien sûr, et heureusement. Même si on n'est pas tous égaux face au stress, celui-ci n'est pas une fatalité. L'idée, c'est toujours de faire en sorte qu'il revienne à son rôle adaptatif de départ. Donc, ça n'est pas de supprimer le stress, mais de le gérer pour n'en garder entre guillemets que les effets positifs quelque part. Alors, ça demande toutefois qu'on y consacre un peu de temps et d'énergie. Le stress est réflexe, sa gestion ne l'est pas. Mais c'est un investissement qui vaut le coup, qu'on soit plutôt sujet à des stress aigus comme ici, ou d'ailleurs à un stress plus généralisé qui, en plus d'entamer les performances, peut lui impacter sérieusement la qualité de vie si on ne fait rien pour le gérer. C'était il y a 2 ans, j'avais un oral en janvier. C'était pas mon premier oral, pour dire. J'avais déjà eu des oraux en anglais, donc j'étais pas inquiète. En plus, c'était un cours qui me semblait facile et évident. Je me rappelle avoir dit à mes colocs que c'était les doigts dans le nez. Je me suis retrouvée devant la salle et j'ai commencé à stresser.
Quand est venu mon tour, je suis entrée, j'ai pioché 2 questions. J'avais 15 minutes, le temps que la personne avant passe devant le prof, pour préparer ces questions sur une feuille de brouillon avec un casque anti-bruit pour pouvoir mieux me concentrer. Bon, déjà, ce casque, il m'a fait plus l'effet caisse de résonance que réducteur de bruit, donc j'étais pas tout à fait à l'aise. Puis dès que j'ai dû me concentrer sur les questions, trou noir. Je me rappelais de rien du cours, absolument rien, que du stress, mon cœur qui s'affole et les larmes qui montent. Mon tour est venu et j'ai quasiment rien su dire, j'ai perdu tous mes moyens et je me suis mise à pleurer. Je me suis confondue en excuses en disant que c'était en aucun cas pour amadouer le prof ou quoi. À la fin, il m'a dit direct que j'avais raté et qu'il me mettait un 9 d'encouragement et je me rappelle avoir rigolé avec lui en disant qu'il fallait absolument que je trouve un moyen de déstresser. J'ai même dit qu'il fallait peut-être que je fume un joint pour la session d'août. Je suis sortie de là et j'ai chialé comme pas possible. Je l'ai repassé en août et je l'ai raté, de nouveau, pour la même raison. Mon cas est particulier car l'année d'après, c'est passé en QCM, que j'ai à nouveau raté, et cette année, je dois de nouveau l'avoir en oral, donc je croise les doigts. Sandrine, on a un élément assez intéressant ici, dans ce témoignage, qui est le casque anti-bruit. On ne sait pas trop si c'est le casque de l'étudiante ou s'il était à sa disposition pendant l'examen, si c'était un aménagement prévu de type aménagement raisonnable. Déjà, pour nos auditeurs, est-ce que c'est une possibilité à l'ULiège de demander ce genre d'aménagement ? Et est-il possible que le casque qui était censé aider a fait plus de tort que de bien ? Alors effectivement, on ne sait pas très bien ici dans quelles conditions elle a utilisé ce casque, mais c'est vrai qu'un casque anti-bruit peut être demandé par des étudiants qui ont par exemple des troubles de l'attention. Dans ces cas-là, il va aider en général à se concentrer parce qu'il permet de s'isoler un peu et se concentrer plus facilement. En se coupant des interférences extérieures, des bruits extérieurs, on peut être amené à se concentrer davantage sur ses bruits internes, sur ses sensations. Et quand on est en situation de stress, on a l'impression d'entendre très fort son cœur battre dans sa poitrine. Et donc, à la place de nous permettre de nous concentrer sur la tâche, ça nous invite à nous concentrer sur notre stress, ce qui est pire que mieux. Et est-ce que le casque peut aussi gêner dans d'autres situations ? Un autre cas où ça pourrait être gênant, c'est que l'ouïe est finalement un mode de connexion avec son environnement extérieur, très important. Et le fait d'être coupé de cette connexion pourrait amener certaines personnes à stresser très fort parce qu'elles auraient peur de passer à côté d'un signal important. Et dans le cas d'un examen, on pourrait avoir peur qu'il ne se passe quelque chose et qu'on n'ait pas l'attention attirée, que le prof essaye de nous faire passer un message et qu'on ne l'entende pas ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu à chacun à savoir. Maintenant, si on est effectivement ici dans le cadre d'un aménagement raisonnable, c'est à l'étudiant à faire la demande. Donc on peut supposer qu'il sait si ça l'aide ou pas. Si par contre c'est une première, alors il peut essayer. S'il se rend compte au moment même que ça ne va pas, il pourrait toujours l'enlever. Maintenant, l'idéal alors, c'est d'y avoir pensé avant. Il se peut qu'on se concentre tellement sur son stress et sur les réactions, les sensations qu'on a, qu'on ne pense même plus à enlever son casque à ce moment-là. Et alors, comment expliquer cette idée de trou noir que l'étudiante mentionne ? C'est encore une autre chose que le blocage qu'on a vu dans le témoignage précédent. Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est une autre manifestation, mais c'est finalement le même phénomène. C'est encore un des symptômes du stress sur le fonctionnement cognitif. Maintenant, ce qui me frappe moi ici, dans ce témoignage-ci, c'est pas tellement le trou noir qui a une réaction un peu freeze comme on avait tout à l'heure, c'est plutôt l'idée un peu de répétition. Et donc on a un peu l'impression, on pourrait en tout cas imaginer qu'il y a un cercle vicieux qui est en train de s'installer dans la situation de l'étudiante. Elle a vécu une situation très désagréable alors qu'elle s'y attendait pas vraiment. Elle disait, je croyais que c'est irait les doigts dans le nez. Et puis finalement, face à une telle déconvenue, on peut se dire qu'elle va imaginer la prochaine fois, à la session d'août, que ça risquerait de se reproduire et ça va rajouter un stress supplémentaire. Et puis ça s'est reproduit. Et peut-être bien, on pourrait tout à fait imaginer qu'elle va se dire des choses du style « j'y arriverai jamais, ça va encore recommencer ». Et si elle part dans un discours comme celui-là, eh bien finalement, ça va la freiner, ça va rajouter encore une couche de stress plutôt que l'aider à aller de l'avant. Et finalement, la situation qu'elle aurait peur de voir à nouveau se reproduire aura encore plus de chances d'arriver. Et est-ce que dans ces cas-là, on peut parler d'un stress qui se transforme en anxiété plus générale ? Parce qu'il y a une différence entre stress et anxiété, mais est-ce que là, ça peut se transformer en anxiété si on reste dans ce cercle vicieux ?
Il y a des différences, mais c'est dans la même famille, je dirais. Alors, on a tendance à dire que le stress est lié à un élément particulier, à un événement particulier. L'anxiété est plus une anticipation de ce qui pourrait se produire, mais ce sont les mêmes types de mécanismes qui vont rentrer en ligne de compte et le même genre de solution aussi qu'on va pouvoir y apporter. Donc, dans un cas comme celui-ci, moi, j'aurais tendance à lui dire de faire attention à ses interprétations, d'essayer de reprendre confiance, d'adopter un discours porteur, de se préparer au type d'interrogation et en termes de gestion du stress, d'apprendre des techniques pour pouvoir aider à ce niveau-là et ainsi retrouver un sentiment de maîtrise par rapport à la situation pour casser ce cercle vicieux. Et justement, en parlant de techniques et de solutions, ici l'étudiante, elle parle de fumer un joint. Ça pose une question importante. Quelles sont les idées qu'elle peut envisager pour trouver un moyen de déstresser et encore une fois, surtout si la situation se répète? Alors, si je le prends sur les techniques psy, on ne se refait pas, c'est quand même mon métier. Je dirais que le premier levier sur lequel on peut jouer, c'est le sentiment de contrôle dont je viens de parler. En fait, plus ce sentiment de contrôle va être important et moins on va laisser de place au stress. Alors, comment ? Mieux on sera préparé pour un examen, moins il nous stressera. Un deuxième levier sur lequel on peut travailler, c'est son discours intérieur, pour nous programmer à envisager les choses avec un peu plus de confiance en soi et aussi pour contrecarrer les pensées négatives. Dites pensées négatives, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, en général, tout ce qu'elles font, c'est nous mettre dans de mauvaises dispositions. Autant leur reclouer le bec. Alors ça sera la deuxième technique. La troisième, on pourrait apprendre à l'avance des techniques de relaxation ou de méditation, mais il faut s'y entraîner. C'est pour ça que je dis les apprendre à l'avance. L'idée alors, ça serait de retrouver une certaine détente avant la situation, mais même aussi au moment de la crise en quelque sorte, vraiment où le stress est intense, pour pouvoir retrouver une certaine sérénité. Puis j'ai parlé de la respiration tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier évidemment, l'exercice de respiration, il est très important. Moi, c'est celui que je préfère au départ parce qu'on peut le pratiquer n'importe où, n'importe quand et de manière très discrète, sans attirer l'attention sur soi, bien sûr. Et puis certains ont peut-être entendu parler de cohérence cardiaque, de la méthode 3-6-5, et en fait, c'est sur base de ces exercices de respiration où l'idée est de faire 3 fois l'exercice sur la journée à un rythme de 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Si nos auditeurs doivent repartir avec un conseil, lequel serait-il ? S'il n'en fallait qu'un seul, je dirais qu'avant tout, il faut se rappeler que le stress est un réflexe normal à visée adaptative. Donc il ne faut pas s'en vouloir de stresser, il ne faut pas culpabiliser, c'est normal. Mais si on sent qu'il nous freine plus qu'il ne nous aide, alors dans ces cas-là, mieux vaut apprendre à le gérer. Respiration, relaxation, les techniques ne manquent pas. Et en cas de stress intense, on respire, on se recentre et on passe à l'action. C'était Étudie, un podcast de l'Université de Liège réalisé en collaboration avec le service qualité de vie étudiante et le service de communication. Nous rappelons que ce contenu ne remplace pas un suivi psychologique ou médical approprié. Il ne fait que donner des premières pistes pour des situations concrètes. Tu trouveras plus d'infos sur les aides proposées par l'ULiège en légende de cet épisode et sur student.uliege.be/aide au pluriel.